Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde souvent un peu fantasmé de la finance quantitative institutionnelle. L'idée, c'est simple. On va mettre de côté les mythes à la Hollywood pour regarder la réalité, bien plus structurée, du trading moderne. Un monde où, vous allez le voir, la discipline écrase l'intuition. Alors commençons par une question un peu provocatrice. Est-ce que le trading à ce niveau, c'est juste une grosse partie de poker en plus chic? Eh bien, la réponse, et c'est ça qui peut surprendre, c'est un non catégorique. Et on va décortiquer exactement pourquoi. En fait, le fossé entre la fiction et la réalité est juste immense. Le but, ce n'est pas de prédire l'avenir, non. C'est de trouver des schémas qui se répètent. On ne parle pas de pari à haut risque, mais bien d'un contrôle systématique du risque. Et l'image du génie seul dans son coin, oubliée. La réalité, c'est un processus scientifique, rigoureux et le plus souvent collaboratif. Ok, donc si ce n'est pas de la magie, comment est-ce que les institutions s'y prennent? Comment construisent-elles cette approche? Eh bien, tout repose sur des fondations très solides. Un cadre hyper discipliné qu'on peut résumer en 3 grands piliers. Et ce sont vraiment ces 3 piliers qui séparent les pros des autres. D'abord, la modélisation statistique. L'idée, c'est d'ignorer le bruit de fond constant du marché pour se concentrer sur de vrais signaux, des choses qui se reproduisent. Ensuite, la liquidité. C'est simple, on ne peut opérer que sur des marchés où il y a assez de volume pour entrer et sortir sans tout chamboulat. Et enfin, le plus important, la discipline du capital. Là, la priorité absolue, c'est de maîtriser la volatilité. Pour que ce soit bien clair, cette histoire de liquidité, prenons un exemple concret, l'or. Avec 27 millions d'onces échangées chaque jour, on parle d'un marché d'une profondeur incroyable. Pour se faire une image, c'est un peu comme vendre une maison. Dans un marché super actif, on vend vite et au bon prix. S'il n'y a personne, c'est une autre paire de manches. Eh bien voilà, c'est exactement cette fluidité que les institutions recherchent. Bon, maintenant que le cadre est en place, allons à la chasse. Comment est-ce qu'on trouve concrètement un avantage, cette fameuse anomalie? Allez, on quitte la théorie pour un exemple que les institutions exploitent depuis des dizaines d'années. Ça s'appelle le Time Series Momentum. L'idée de base est toute simple. Un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement. Des études universitaires très sérieuses ont montré que la performance d'un actif sur les 12 derniers mois est un indicateur statistiquement pertinent de sa performance future. Attention, ce n'est pas une boule de cristal, c'est une anomalie qui persiste observée sur des décennies de données. Et ce n'est pas juste de la théorie. Regardez les chiffres. Les CTA, qui sont des fonds qui appliquent justement ce principe, en sont la preuve vivante. Si on regarde l'indice TTUTF par exemple, on voit un rendement annualisé de 7,06% depuis l'an 2000. C'est la validation par les faits que cette anomalie est bien réelle. Ce qui est vraiment crucial ici, c'est la durabilité. Un taux de croissance de plus de 7% par an pendant un quart de siècle en traversant plusieurs crises financières, ce n'est clairement pas un coup de chance. C'est la preuve statistique d'un avantage systématique. Le genre de preuve sur laquelle on peut vraiment bâtir une stratégie. Mais attention, trouver un avantage c'est bien, mais ça ne représente que la moitié du chemin. Sans une discipline de fer dans la gestion du capital, même la meilleure stratégie du monde peut finir en désastre. On en arrive donc à notre 3e pilier, et sans aucun doute le plus crucial de tous. Il faut savoir que les institutions ne mesurent pas leur succès en gains bruts. Non, la métrique reine, c'est le ratio de Sharpe. Il répond à une question toute simple. Pour chaque unité de risque que je prends, combien d'unités de rendement est-ce que j'obtiens? Le but n'est pas de gagner le plus, mais de gagner mieux, de gagner le plus efficacement possible. Et ce graphique illustre cette différence à la perfection. L'investissement passif, dans le S&P 500, ça donne un Sharpe d'environ 0,45. Même une légende comme Warren Buffett, on est autour de 0,75. Et puis il y a les meilleurs fonds quantitatifs. Eux, ils visent et souvent atteignent des ratios de 1, de 2 et même plus. Ça veut dire qu'ils génèrent un rendement bien supérieur pour chaque dose de risque engagée. Le point essentiel, c'est que ça n'arrive pas par magie. Atteindre un Sharpe de 1.0 au plus, ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'un processus, d'une allocation de capital rigoureuse, souvent basée sur des modèles mathématiques et d'ajustements constants, tous les jours, pour garder le risque sous contrôle. Évidemment, quand on parle de données et de systèmes complexes, on pense tout de suite à l'intelligence artificielle. Mais attention, son rôle est souvent mal compris, presque mythifié. Il ne s'agit pas de créer une machine à prédire l'avenir, mais plutôt de construire des systèmes plus fiables. Allez, on va s'attaquer de front à quelques mythes qui ont la vie dure. Le premier, l'idée que si on balance des tonnes de données dans un modèle, on aura de meilleures prédictions. C'est une idée très tenace, mais c'est faux. La réalité, c'est que la qualité des données l'emporte toujours sur la quantité. Le vrai signal est souvent noyé dans un océan de bruit. Au-delà d'une certaine limite, disons une dizaine d'années de données, le plus grand risque est d'entraîner le modèle à reconnaître le hasard du passé plutôt qu'un véritable signal qui fonctionnera à l'avenir. Deuxième mythe, très courant aussi. L'IA aurait une sorte de super pouvoir. Elle verrait des choses que l'œil humain ne peut pas voir.
En réalité, c'est plus nuancé. Une IA, c'est un outil formidable pour trouver des corrélations. Le problème, c'est qu'elle est tellement forte qu'elle en trouvera partout, même dans du bruit complètement aléatoire. La seule, je dis bien la seule, façon de prouver qu'un signal est réel, c'est de faire des tests scientifiques rigoureux sur des données que le modèle n'a jamais vues auparavant. Le succès ne vient donc pas de l'improvisation, mais d'un rituel, d'une routine quasi scientifique. Chaque jour, c'est une répétition. 7 heures du matin, on vérifie les données, on recalcule tout, on décide de l'allocation. 10 heures, on exécute, sans état d'âme, en surveillant les limites de risque. 18 heures, on analyse la journée, on documente chaque décision. Et le lendemain, on recommence. Et c'est vraiment ça la conclusion. L'avantage ultime, ce n'est pas un algorithme secret et magique. C'est la fusion entre la discipline humaine et la puissance d'analyse de la machine. C'est le processus qui crée la performance sur le long terme. Il y a cette citation de l'empereur philosophe Marc Aurèle, qui a presque 2000 ans, mais qui résume cette philosophie à la perfection. On ne contrôle pas le marché. On ne contrôle que son propre processus, ses propres décisions et sa discipline face à l'incertitude. Et ça nous amène à une dernière question. Une question pour la route. À l'heure où les outils d'IA sont de plus en plus puissants, de plus en plus accessibles, est-ce que la compétence la plus rare, la plus précieuse, n'est finalement pas une compétence technologique, mais une compétence profondément humaine, la discipline ?